C'est certainement la dernière capsule concernant la question de la puissance. Question que nous avons essayé d'approfondir en passant notamment par Spinoza pour essayer de creuser un petit peu plus cette définition de la souveraineté que proposait Jean Bodin, qui nous disait que la souveraineté, c'est la puissance absolue et perpétuelle de commander. Alors après ce détour par Spinoza, c'est par Sun Tzu que je vous propose aujourd'hui de passer une source chinoise donc qui peut nous conduire sur des chemins d'un argumentaire similaire à mon avis, susceptible d'avoir influencé Wang Huning et Xi Jinping bien plus directement que Spinoza bien sûr. Dans son art de la guerre, Sun Tzu thématise une définition forte de l'autorité en nous décrivant l'habile général comme celui qui n'a pas besoin de livrer bataille. Le meilleur général est celui qui gagne des victoires sans avoir besoin de sortir son épée. Je cite Sun Tzu, un habile général, sans livrer bataille, sans répandre une goutte de sang, sans même dégainer son épée, sans mettre les pieds dans un pays étranger, sans perdre un temps considérable à la tête de ses troupes, s'empare de lui alors qu'il est encore intact. Alors vos troupes ne seront pas épuisées et votre gain sera total. C'est l'art de la stratégie gagnante. Fin de citation. On trouve ça au chapitre 3 du traité de l'art de la guerre. De ce texte se déduit l'idée que la destruction de l'ennemi, même en matière militaire, est un objectif inférieur, secondaire, dérivé, puisqu'il ne tend qu'à éliminer l'obstacle. La supériorité relative qu'on a sur un ennemi défait, si spectaculaire soit-elle, s'il est mort par exemple, n'exprime d'un point de vue absolu qu'une impuissance, puisqu'elle constate plutôt son incapacité à faire des additions qui auraient pu lui permettre d'accroître sa puissance propre, en agrégeant, en intégrant, en incluant celle d'autrui. Mais lorsque, détournée de son objectif par un obstacle, une puissance se préoccupe davantage de l'obstacle pour l'écarter que de son but ultime pour l'atteindre, eh bien, elle devient réactive ou passive, et elle s'affaiblit. Donc il faut bien distinguer la puissance, dont la fin dernière est de durer et de croître toujours. La puissance vise à la fin ultime, tandis que le pouvoir ne s'occupe que des moyens ou des objectifs intermédiaires. Alors là, pour le public occidental, il conviendrait peut-être de refaire une parenthèse du côté de la philosophie grecque et de la distinction stoïcienne, reprise par les chrétiens aussi, entre télos et skopos, entre la fin ultime et le but intermédiaire, distinction que vous retrouvez par exemple chez Paul. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 22, où on peut lire par exemple « Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle ». Et chez Jean Cassien, par exemple, dans les conférences cénobitiques et dans la première collation avec Abba Moïse, où il écrit « On posséderait les instruments de son art, on en ignorerait la fin, en laquelle constitue pourtant tout le fruit qu'on en espère ». Cette distinction du but prochain et de la fin ultime est classique en philosophie. Et il me semble qu'elle est pertinente pour venir enrichir ou renforcer la distinction du pouvoir et de la puissance. Distinction qui n'est pas évidemment formulée telle qu'elle en chinois, mais l'idée se trouve tout de même dans ce texte de Sun Tzu que je viens de vous lire. Même pour le militaire, il y a victoire et victoire. Régner sur des morts, certes, quand on n'a pas le choix, c'est sans doute mieux que d'être mort soi-même, quoique. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, encore une fois, redisons-le, c'est la puissance. La puissance qui suppose de durer, de s'accroître indéfiniment et qui passe donc plutôt par l'art de faire des additions que par celui de soustraire la vie et de diviser ou de séparer la vie de ce qu'elle peut. Alors, la victoire, abusivement confondue avec la réalisation d'un objectif seulement intermédiaire ou subordonné, inférieur, masque une double perte. Ou bien le vaincu ruminera des espoirs de vengeance qui ne laisseront guère de répit au vainqueur, ou bien, si des vies ont été anéanties, cet anéantissement aura tout de même impliqué une dépense
de sorte que la puissance du vainqueur en sera toujours affaiblie. Ce genre de victoire est toujours une victoire à la Pyrrhus, comme on dit. À une échelle de temps plus long, elle est une défaite. Et du point de vue de la puissance, c'est toujours une régression. L'objectif supérieur, ou final de la puissance, qui est d'exister toujours davantage, est donc plutôt de trouver le moyen de laisser la vie sauve à l'adversaire, en le soumettant son combat, voire d'obtenir sa reconnaissance, et sa participation, sa contribution, et idéalement donc d'en faire un allié, de le convertir en partenaire, en vue d'un objectif commun à atteindre. Si le but ultime de la politique est la puissance, et non le pouvoir ou la simple domination, le paradoxe est ici que la stratégie gagnante n'est véritablement telle, n'est véritablement gagnante que si les deux parties le sont également. Ultimement, cette stratégie gagnante ne consiste plus à prendre l'avantage sur l'autre dans un rapport de domination, à l'empêcher ou à le contraindre, mais à dépasser le rapport hégémonique lui-même, c'est-à-dire cette volonté d'une domination sans partage, et à le dépasser dans un rapport de composition raisonnable, qui serait mutuellement profitable. Et c'est ce que Spinoza, je le rappelle encore, formulait dans sa théorie des notions communes ou sa connaissance du deuxième genre. Bon, j'y renvoie toujours, c'est la deuxième partie de l'éthique, notamment les propositions 37 à 40, et j'y renvoie pour montrer la convergence de pensée, au fond, entre la stratégie chinoise de Sun Tzu et la pensée de Spinoza, qu'on ne soupçonnera pas d'être pro-chinois. Ce que j'essaie plutôt de montrer, c'est qu'il y a des intuitions qui sont universelles. L'intuition universelle, si je puis dire, enfin, en tout cas qui est au moins commune à Sun Tzu et à Spinoza, à un Chinois et à un Occidental, c'est cette idée que la véritable puissance est capable de transformer l'obstacle en moyen et de transformer la compétition en coopération. Bon, tel me semble être, résonnant possiblement avec la lecture particulière de Spinoza, ou du dispositif de pensée similaire reconnaissable dans le traité de l'art de la guerre de Sun Tzu, la philosophie de la puissance et la critique d'un pouvoir réduit à la domination qui traverse la rhétorique socialiste des accords gagnant-gagnant, Hezuo-Gongyin en chinois. Cette notion de Hezuo-Gongyin, d'accord gagnant-gagnant, est dans la bouche de Xi Jinping et dans la bouche de toute sa diplomatie, comme vous pouvez aisément le vérifier. Alors, le traité politique de Spinoza tire logiquement les connaissances de cette théorie des notions communes que j'évoquais sur le plan politique. Je cite Spinoza, « Si deux hommes s'accordent et mettent leurs forces en commun, ils ont ensemble, dit Spinoza, plus de puissance et par conséquent plus de droit sur la nature que chacun pris séparément. Et plus nombreux ils auront été à mettre ainsi en commun tout ce qui les rapproche, plus de droits ils auront tous ensemble. » Traité politique, deuxième chapitre, paragraphe 13. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt stratégique d'une définition de la souveraineté en termes de puissance. C'est là qu'on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une définition théorique parmi d'autres, et qu'il ne s'agit pas simplement de savoir qui va décider ou quelles sont les règles qui vont être fixées par le souverain, mais c'est une définition pratique de la souveraineté comprise comme un effort pour additionner sans limite des puissances individuelles dans une puissance collective. Et c'est cette puissance collective qui va définir proprement la démocratie, le pouvoir du démos, du peuple assemblé, unifié, capable d'additionner la puissance individuelle de chacun en vue d'atteindre un objectif commun. D'où cette phrase de Spinoza qui vaut ici pour conclusion ou pour théorème, ce droit que définit la puissance de la multitude, dit Spinoza, on l'appelle généralement souveraineté. La souveraineté, c'est la puissance absolue de commander qui est d'autant plus absolue que tous, sans exception, contribuent à la puissance collective par l'intégration, l'addition
de leur puissance individuelle dans cette puissance collective. C'est le principe de la démocratie absolue tel que Spinoza l'a conçu. C'est le principe, tout simplement, si vous me permettez cette image triviale, d'une équipe de sport, d'une équipe de foot par exemple, qui est capable de gagner parce que personne ne joue perso et tous jouent collectif. Bon, donc si vous voulez, Spinoza, comme les Chinois, pense la politique comme un sport collectif, dans lequel la puissance globale, la puissance commune est d'autant plus forte que chacun des membres s'ingénie à apporter sa contribution, joue collectif. Voilà donc cette inspiration possible de la philosophie de Spinoza, cette philosophie de la puissance, sur la construction de la doctrine socialiste. C'est le fil que je déroulerai pour questionner la traduction de la démocratie absolue en démocratie consultative. Pour traduire, je dirais donc le concept spinoziste de démocratie absolue en démocratie consultative ou démocratie à la chinoise. Voilà, nous sommes au bout de cette 8e capsule, 8e d'une série extrêmement importante, essentielle, en tout cas à mon avis, dans l'idée que je m'en fais, selon l'hypothèse qui est la mienne, puisqu'il s'agit de nous conduire, je dirais, dans le cœur du réacteur nucléaire, dans le cœur du concept de la démocratie à la chinoise, concept qui, bien compris, nous permet d'anticiper ce à quoi elle ressemblera en pratique et pourquoi elle ne ressemblera pas à la démocratie représentative telle que nous l'avons pensée en Occident, mais à quelque chose d'autre que l'on peut penser sous le concept de démocratie consultative. Il faudra bien sûr approfondir cette question, mais je vous propose de nous retrouver avant pour parler de Machiavel et de la manière dont une relecture de Machiavel peut nous permettre d'en savoir encore davantage sur les rapports de la puissance et du pouvoir. Belle journée à tous en attendant.